Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caride. Je ne comprendrai jamais pourquoi, lors des cérémonies de funérailles, on essaie de nous faire croire qu'il y a une vie après la mort et que le défunt n'avait de son vivant que des qualités. Donc c'est comme ça que débute le dernier roman d'Emmanuel Venet, Marcher droit, tourner en rond, qui est paru à la fin de l'été aux éditions Verdier, que j'ai adoré, alors vraiment adoré. C'est un roman à la fois extrêmement drôle, savoureux, d'une immense subtilité. Donc c'est le monologue intérieur absolument savoureux d'un narrateur qui est atteint du syndrome d'Asperger. Syndrome qui le rend absolument totalement inadapté aux relations, aux conventions sociales habituelles et qui le contraint en particulier à une franchise absolue. Donc ce narrateur a 45 ans et il assiste aux funérailles de sa grand-mère Marguerite qui est morte une semaine avant d'avoir atteint l'âge fatidique de 100 ans. Donc cet homme, c'est la 4e fois de sa vie qu'il assiste à des funérailles et une fois de plus, il est absolument exaspéré par l'écart entre les propos qu'il entend dans cette oraison funèbre et la réalité. Tout sonne faux pour lui. Évidemment, ça commence par cette approximation absolument horripilante qui consiste à présenter sa grand-mère Marguerite comme une centenaire, alors qu'en fait, elle est morte une semaine auparavant. Et puis, ça va concerner sa foi religieuse et ses opinions politiques et ses qualités prétendument immenses. Donc, il est exaspéré et il y a un monologue. Donc, on lit ce monologue intérieur qui va crescendo dans son amertume et sa colère. Nous, on perçoit pas du tout, évidemment, le panégyrique en poulet que lui entend, mais on en perçoit juste l'écho avec sa rumination. Et donc, sa franchise sert d'une espèce d'ouvre-boîte à nous révéler au fur et à mesure tous les secrets de famille. Donc ça passe par l'adultère, les enfants illégitimes, l'homosexualité, les soupçons d'inceste, l'alcoolisme, dépression. Et en même temps, évidemment, pas seulement ces secrets de famille, mais surtout toutes les couches de mensonges dont ils ont été recouverts par les différents membres de la famille. Donc il y a une galerie de portraits de femmes en particulier qui sont présentées comme des mégères, mesquines, dissimulatrices, surtout mensongères. Une suite de portraits particulièrement savoureux. La grand-mère Marguerite, pas du tout généreuse, plutôt égoïste, raciste. La tante Solange, très très pathétique, dévote. Lorraine, l'infatigable affabulatrice qui se boudine dans des robes trop serrées. La cousine Christelle, vénale, qui sont en fait des femmes ou des modèles de harpies assez banales. Il y en a une seule qui trouve absolument grâce aux yeux du narrateur, qui s'appelle Sophie Sylvestre, qui est donc l'objet de son amour, en compagnie de ses deux autres passions exclusives dont on va parler, le Scrabble et les recherches sur les catastrophes aériennes. Donc, par moments, la rumination colérique cesse et là, il tombe dans la rêverie et il imagine filer un amour parfait, romantique avec Sophie Sylvestre, une femme qu'il a rencontrée lors de ses années de lycée, donc un amour imaginé, fantasmé, assez cocasse. D'ailleurs, le livre, vraiment, est une merveille d'humour. Alors l'humour prend beaucoup de formes dans ce livre, dans le décalage entre cette intelligence rationnelle du narrateur qui est capable de déminer et de comprendre toutes les moisissures argumentatives, tous les mensonges des femmes de la famille, dans le décalage entre ça et son incapacité totale en matière de relations, ou encore dans les clichés des commencements imaginés de son amour avec Sophie Sylvestre. C'est un roman très drôle, on rit beaucoup en le lisant, et puis on réfléchit aussi beaucoup en le reposant. Voilà, on y retrouve toute l'élégance du style, l'art du rythme, la fluidité qui nous avait déjà beaucoup enchanté, et qui m'avait beaucoup enchanté déjà en lisant les précédents, en particulier Rien. C'est une très belle présentation, merci.
je ferai une petite nuance. Il y a deux femmes, pas une seule, mais il y a deux femmes pour qui il a une vénération. L'une, c'est Sophie Sylvestre, c'est une image. Il a 45 ans lorsqu'il enterre sa grand-mère. Il avait 15 ans lorsqu'il l'a rencontrée au lycée. Et depuis 30 ans, il n'a pratiquement jamais revu, si ce n'est sous forme d'images, au cinéma, sur des vidéos, puisqu'elle a fait une petite carrière d'actrice de 3e ou 4e zone, et il a scruté ses petits rôles de manière très très obsessionnelle pour ne rien rater, et donc il sait dans chaque film où est-ce qu'elle est, la dîneuse de second plan d'une scène de restaurant, la passante anonyme d'une scène de rue, etc. Mais la deuxième, c'est une grand-mère qu'il n'a pas connue, c'est une morte. Sa grand-mère Violette. Alors, c'est pas un personnage extrêmement important, mais je dirais quantitativement, mais c'est un personnage qui a une grosse importance de contrepoids symbolique. C'est la femme qui était à la fois intelligente, euh, euh, sensible, aimante, capable de sacrifier sa vie sociale à une vie familiale qu'elle imaginait épanouissante, qui n'a pas eu de chance, et qui est morte avant sa naissance, et qu'il idéalise, on l'imagine. Dans, alors, effectivement, le point vraiment important que vous avez souligné, c'est que d'emblée, il donne le là, il dit, moi j'aime la vérité, moi je ne supporte pas le mensonge, la duplicité qui serait, m'a-t-on dit, le, le, le même mot étymologiquement que la diplomatie. Hein, donc il n'aime pas la duplicité, et il n'est vraiment pas diplomate. Et donc il s'insurge contre le fait qu'on traite sa grand-mère morte de centenaire alors qu'elle avait 99 ans et 51 semaines, ce qui est effectivement très loin du compte pour lui. Mais d'emblée, le là est donné quand même. Euh, Cet homme-là n'a pas vraiment le logiciel pour accepter les conventions, pour accepter les arrangements de la société. Et immédiatement derrière, il donne un deuxième là, qui est le fait qu'il considère cette grand-mère morte comme la tueuse de son grand-père. L'histoire étant, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, enfin, je ne sais pas si vous êtes nombreux à ne pas l'avoir lu. Oui, si. Oui, il y en a. Donc je le dis, on ne va pas le déflorer, hein, le livre, mais quand même, ça c'est une piste de lancement qui est importante. Son grand-père, que je ne dis pas de bêtises, donc c'est maternelle, hein, c'est ça, oui, c'est sa mère. Non, paternelle. Son grand-père s'est littéralement suicidé à l'alcool entre la fin de la guerre et 1958, dans le contexte où il avait découvert que sa femme le trompait et que leur troisième enfant n'était pas de lui. Alors, c'était avec le franc. C'est pas l'histoire avec le franc. Avec Émile Frand. Ouais, Émile Frand. Émile Frand étant alors non, ça c'est des petits amusements d'auteur, oui, le petit jeu d'Émile Frand, quoi. Ouais, Émile Frand, voilà. Depuis que j'entends le jeu d'Émile Frand, je pense toujours que c'est un monsieur qui s'appelle Émile. Bon, donc j'ai glissé là une petite réminiscence d'enfant. Et donc il fait une interprétation qui est complètement, on va dire, folle, au sens très très vague du terme, comme quoi sa grand-mère a tué son grand-père, et c'est un petit peu le creuset, c'est la matrice de tout le reste. Ça donne à imaginer que tout ce qu'il va dire par la suite est à la hauteur de ça, c'est-à-dire à la fois 99 ans et 51 semaines, c'est pas 100 ans, et cette conviction totalement indémontrable, totalement intuitive et probablement, comment dire, qui
qui met à mal la complexité énorme du déterminisme des actions humaines. Qu'un homme devienne alcoolique, c'est pas impossible que sa femme y soit pour quelque chose, mais c'est pas possible que sa femme soit le seul artisan de sa mère. Il est forcément pour quelque chose aussi. Enfin, je plaisante, c'est une boutade. Et il y a forcément d'autres, éléments qui rentrent en ligne de compte. Et donc, on a comment dire, la scène est ouverte pour une pensée qui sera une pensée à la fois très opératoire, très implacable et très fausse. Et je pense qu'effectivement, après, l'effet de drôlerie qui vient du livre, c'est qu'en permanence, les scènes les plus banales, les plus simples, tout de sa famille est banal. Enfin, même, bon, je raconte qu'il y a de l'inceste, mais de l'inceste très très lointain, une suspicion. Hein. C'est vraiment une affaire ancienne et digérée. Mais les affaires courantes de la famille sont infiniment banales. Je veux dire, on a tous les mêmes situations dans nos rencontres familiales à Noël ou à Pâques. Alors la forme du monologue, il y avait déjà dans Rien comme ça un monologue. Je trouve que c'est vraiment, il y a beaucoup de sel évidemment dans cette forme-là, notamment parce que c'est très fluide. Et puis il y a ce contrepoint entre sa colère qui va crescendo et puis les contrepoints plus apaisés. Enfin, je ne sais pas si apaisé est le mot, mais en tout cas sur une tonalité différente de sa relation imaginée avec Sophie Sylvestre ou de ses hobbies. Donc je voulais savoir comment vous aviez construit ce rythme-là. Dans le fond, il y a une triple unité qui est vraiment très théâtrale, hein, une unité de lieu, c'est la salle de cérémonie où se passent les funérailles de sa grand-mère, une unité de temps puisque tout ce monologue, c'est pas un monologue, c'est une rumination, hein, c'est purement mental, toute cette rumination se passe pendant les funérailles, et une unité de situation, une unité d'action qui est vraiment le déroulement des funérailles. Donc ça a construit vraiment ça a structuré le texte, et les choses à partir de là, se sont organisées de manière extrêmement simple et logique, avec une alternance de contestation de l'ordre familial, de présentation, on va dire, très idéaliste de ses intérêts à lui, hein, le Scrabble, et une présentation complètement utopique, on va dire, de son amour pour Sophie Sylvestre, oui. Puisque Sophie Sylvestre, qui n'a jamais revu depuis 29 ans, disons 29 ans, soyons un peu rigoureux. Ah oui, il faut l'être. Sophie, enfin, je veux pas le déflorer pour ceux qui l'ont pas dit, mais on comprend qu'il est amoureux de quelqu'un qui est d'une image, donc en somme il se protège de l'altérité, il le dit bien d'ailleurs, il le comprend lui-même, et ça tourne évidemment pas très très bien, enfin c'est pas du tout un amour qui ni mutuel, ni comment dire, qui fait plaisir à son objet. Sophie Sylvestre se rebelle un peu. Est-ce que vous voulez bien... je veux bien vous lire le récit de commencement. Alors, donc il est amoureux du Scrabble et du petit bac aussi, et des catastrophes aériennes. Alors ça mérite peut-être un petit détour. Ce qu'il dit, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu sur, comment dire, dans la logique autistique. Hein, il ne s'agit pas d'une figure qui vient illustrer médicalement ce que peut être un autiste, mais je me suis appuyé sur un certain nombre d'éléments, de traits particuliers, de singularités de la pensée autistique, et en particulier, il y en a un qui est très fort, c'est le besoin de répétitivité et de prévisibilité des actions. Une cause doit toujours avoir la même conséquence. Par exemple, je vous donne juste un exemple tiré d'une lecture, pas d'une rencontre avec un patient, mais d'une lecture extrêmement riche. Une mère et son fils autiste qui s'appelle Baronne. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Donc lui c'est Sean Baronne et elle, je crois que c'est Fanny, ont écrit un livre à 2 voix, tout à fait étonnant,
où elle raconte que quand son fils est né, donc ce sont des Américains, elle a eu l'impression d'être la mère d'un Martien. Elle comprenait rien du tout à son enfant, qui, lorsqu'il a un peu grandi, lorsqu'il a été un peu autonome sur le plan moteur, a commencé à jeter des stylos feutres dans une sorte de radiateur, convecteur, enfin je n'ai pas trop compris, c'est pas des trucs comme on a chez nous, mais il y a un petit trou et il jette des feutres dedans. Alors un, ça fait du bruit en tombant, et deux, ça fait une odeur épouvantable, parce que c'est chaud, et ça fait chauffer le feutre. Et elle n'arrive absolument pas à l'empêcher de faire ça. Tous les contre-feux qu'elle peut allumer ne marchent pas. Et lorsqu'il est adulte, il devient capable de parler, d'expliquer, de se souvenir de ses actions et de ses émotions d'enfant. Et il dit, lorsque j'étais enfant, j'adorais le radiateur, parce que j'adorais mettre des feutres dans le radiateur, parce que chaque fois que je mettais un feu dans le radiateur, ça faisait le même bruit, il y avait le même temps de chute et le même bruit, et il y avait la même odeur. Mais en revanche, ma mère m'intéressait pas du tout, parce que si je lui tirais les cheveux, un coup elle pleurait, un coup elle criait, un coup il se passait rien, et c'était absolument imprévisible. Donc, comment les autistes n'aiment pas les... Oui, il aime pas les... Alors, lui, il adore les catastrophes aériennes, parce que dans une catastrophe aérienne, on va toujours trouver une cause. Dans un divorce, jamais. Et le divorce ou même l'amour, enfin, c'est ça que ça lui parle moins, parce que lui, il faut des causes. Alors, voilà un récit, un extrait un petit peu consistant, qui est la rêverie qu'il se passe un peu en boucle pour se consoler, pour se rassurer quand il va pas bien, de la rencontre qu'il aurait pu faire avec Sophie Sylvestre. Évidemment, donc tous les films, tous les titres qui sont là et le nom des gens sont complètement tirés de mon imagination. Souvent dans mes rêveries, je me repasse le film de nos commencements amoureux tels que j'aurais aimé les vivre. Nous nous serions retrouvés par hasard, elle et moi, invités à la même garden party. Crépuscule de juin, chaises de rotin disséminées sur une pelouse grasse et dense, jet-set élégante et bronzée devisant un verre à la main autour d'un buffet garni de mets succulents. Sophie Sylvestre serait venue seule, moi aussi. Elle porterait une robe blanche contrastant avec l'ambre de ses bras nus et de ses jambes fuselées, comme dans Il y a de l'humain derrière de Marie Ramos. Nos regards se croiseraient en même temps, alors je m'approcherais d'elle et d'une voix douce je lui dirais ma joie de la retrouver et le plaisir que m'ont procuré ses apparitions dans plusieurs longs métrages. Je lui livrerais ma théorie sur l'évolution de ses rôles et en retour elle me questionnerait sur mes goûts, émettrait un sifflement admiratif à l'énoncé de mes meilleurs scores au Scrabble, confesserait une fascination ancienne et jusqu'alors inavouée pour les chutes d'avion. Puis, une ombre passant furtivement sur son visage, elle me chuchoterait qu'elle ne se sent pas à sa place dans cette coterie de snob, et, posant sa coupe de champagne d'un geste décidé, me soufflerait à l'oreille « Partons ». Alors, tous les deux, nous partirions dans son petit cabriolet anglais fleurant le cuir et le tabac blond, cheveux au vent sous un ciel de velours piqué de diamants. Ivres de bonheur et incapables de penser à autre chose qu'à notre amour enfin advenu, nous sortirions de la ville et nous laisserions emmener par des routes bordées de castelets et de halliers. Savourerions ce moment de communion avec le monde, unis par le seul partage d'une émotion à nulle autre pareille. Follement excité par sa conduite sportive, je ne me lasserais pas d'observer la peau hâlée de sa cuisse émergeant de la cotonnade blanche, sa main fine sur le pommeau de levier de vitesse, ses coups d'œil furtifs au rétroviseur et au cadran cerclé de chrome. Tout à coup, au détour d'un virage, nous découvririons émerveillés la trouée d'un lac de montagne dans son diadème de lumière. Il ne nous resterait plus qu'à descendre vers le rivage pour nous arrêter devant le tambour d'un hôtel illuminé et nous y offrir la plus belle suite, écrin propice à l'enchantement des sens. Arrivée à l'ascenseur, Sophie Sylvestre tournerait vers moi un regard humide, soupirerait « Oh, mon cœur !» et se blottirait contre mon torse, comme dans J'ai envie de dire de Catherine Dautin quand elle s'apprête à embrasser Nabil Creuset. Mais ce ne serait pas du cinéma, et nous nous embrasserions pour de vrai, longuement, sous le regard attendri du concierge qui ferait mine de ne pas l'avoir reconnu pour ne pas nous gêner. Puis, ayant visité la vaste chambre dominant le môle, nous nous accouderions à la rambarde. J'enlacerais son épaule frissonnante. Elle murmurerait « Comme c'est beau !» en
contemplant le clignotement des réverbères et de leurs reflets sur l'autre rive, et c'est alors, je pense, que je lui proposerai de fermer la fenêtre pour ne pas nous enrhumer, et de nous déshabiller pour faire l'amour. Voilà comment débuterait l'histoire de notre couple. Et à partir de ce moment, nous ne nous quitterions plus. Sophie me ferait lire les scénarios des films où elle aurait accepté un rôle, nous discuterions des interprétations possibles, nous jouerions des scénettes, puis elle me cuisinerait amoureusement des lasagnes ou des spaghettis à la bolognaise que j'aime tant, et après le dîner, je l'écraserais au Scrabble et nous ferions l'amour. Le vendredi, nous partirions au lac dans son cabriolet vert et nous passerions le week-end à canoter, à chiner des livres d'aviation, à dîner dans des trattorias et à faire l'amour en rêvant de poser kiosque ou jockey sur mon compte triple. Bien sûr, à force de faire l'amour, nous aurions un enfant, idéalement indemne de mucoviscidose, parce que je voulais dire qu'elle a un enfant qui a une mucoviscidose, que nous prénommerions Roger, en hommage au champion de Scrabble Roger Valkoviak, mon idole. Pendant qu'elle partirait en tournée, je m'occuperais de notre petit Roger, je lui préparerais des biberons, des soupes et des pâtes à la tomate, et le soir, nous jouerions tous les trois au rami jusqu'à ce qu'il sache jouer au Scrabble. Quand il serait assez grand, je lui enseignerais comment faire 64 points en posant judicieusement KO ou hockey, et nous achèterions un break pour pouvoir partir tous les trois au lac, faire du pédalo ou nous baigner à la belle saison. Sophie Sylvestre se sentirait pleinement épanouie. Elle me répéterait souvent que je suis l'homme de sa vie. J'aurais transformé son existence en une féerie quotidienne, et en retour, elle aurait à cœur de me remercier d'être atteint du syndrome d'Asperger, gage de franchise, de réserve et de probité amoureuse. Voilà comment, dans mes songeries, Sophie Sylvestre deviendrait la plus heureuse des femmes, et moi, le plus heureux des hommes, une fois pour toutes. Voilà sa rêve. On est loin de la duplicité amoureuse. Alors, en exergue du livre, vous rendez hommage à deux éditeurs. Et puis, il y a cette citation de Freud, la grande question à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse, malgré 30 ans passés à étudier l'âme féminine, et que veut une femme? Alors, je pense profondément que c'est un moment de faiblesse de Freud, qui n'en a pas eu beaucoup, mais qui, ce jour-là, ne devait pas être très en forme, ou devait avoir un petit accès de misogynie, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Que veut une femme, que veut un humain aussi, que veut un homme. Bon, c'est pas forcément une question très passionnante, mais il y a la réponse. Vous trouverez la réponse. Alors, je ne sais pas quelle page, mais ceux qui n'ont pas lu le livre trouveront une réponse possible, qui est aussi un moment de faiblesse qui va pas. En même temps, je l'ai entendu dans la bouche d'une psy, une collègue, qui a dit, Freud a dit qu'il ne savait pas ce que voulait une femme, moi je le sais, et elle m'a donné la réponse qui est dans le livre. Je ne la dis pas pour pas cacher le plaisir de ceux qui n'ont pas lu. Les deux éditeurs, c'est plus sérieux. Le premier, c'est Georges Lambrix, c'est le premier éditeur qui m'a accueilli donc chez Gallimard dans la collection Le Chemin. Et j'en suis particulièrement ému parce que c'était la collection que Gallimard avait dévolue au rôle de découvreur. C'était la collection des premiers livres de gens en qui ils pouvaient croire. Et il se trouve, j'étais très très touché par cette histoire. Il se trouve qu'en 2008, j'étais en résidence d'écriture à Montréal, à l'automne, et que Le Clésio venait d'avoir le prix Nobel, et avait prévu une semaine à peu près à Montréal, où il devait venir à la Maison des Écrivains, à la bibliothèque, enfin dans un certain nombre d'institutions comme ça culturelles. Et malgré son prix, il n'a rien changé à son programme. Et il est venu à la Maison des Écrivains, qui était l'institution qui me recevait en tant que résident. Et on était dans une pièce qui était grande comme celle-ci, il y avait une centaine de personnes, et il y avait Le Clésio, jeune prix Nobel. Et Le Clésio était, je crois, le deuxième auteur publié par Lambrix dans la collection Le Chemin. Et moi, je crois que je suis l'avant-dernier, me semble-t-il. Il faudrait le vérifier, mais il me semble qu'il y a là une sorte de symétrie. Et je suis allé discuter avec lui, et lui dire qu'on avait cette chose en commun, qui était publiée au Chemin. Et il m'a dit, la première chose à laquelle j'ai pensé lorsqu'on m'a annoncé le prix, c'est à Georges Lambrix. C'est-à-dire à celui qui lui a ouvert la porte.
Alors il se trouve, je raconte un peu des coulisses, mais c'est des coulisses enfin, qui me tiennent à cœur. Il se trouve que après ce premier livre, j'ai eu une très longue période où j'ai rien publié, où rien de ce que j'écrivais n'arrivait à maturité, n'arrivait à son point d'aboutissement, jusqu'en 2005, donc 14 ans après, où j'ai écrit le précis de médecine imaginaire que vous avez là, chez Verdier, et ensuite tous les autres livres, les 4 autres, sont chez Verdier. Ce précis de médecine imaginaire, il est arrivé à un moment où j'étais sur le point de me dire, je me suis cru écrivain, mais je ne le suis pas, et je vais raccrocher les gants, je vais arrêter. Et c'est Gérard Bobillier, donc cofondateur de Verdier, qui est décédé en 2009, qui m'a relancé en m'écrivant une carte. Il avait beaucoup aimé mon premier livre, et m'a écrit une carte postale inoubliable dans laquelle il me disait « Je pense souvent à toi et toujours en mal, parce que tu ne nous envoies pas de manuscrit. » Alors je me suis dit, si je ne fais pas l'effort d'essayer d'écrire un texte qui lui convienne, c'est vraiment que je suis le dernier des derniers. Ça a donné le précis de médecine imaginaire, et du coup, l'affaire est repartie lentement. Hein. Je ne suis pas un auteur très prolixe, mais enfin, voilà, il y a eu une suite à cette œuvre. La phrase le remède à la névrose pianistique. Oui, alors, c'est marrant parce que dans le fond, la phrase de Bob, c'est un peu le remède à la névrose littéraire. Et la publication du précis de médecine imaginaire où je décris cette maladie dont je suis atteint, mais j'ai découvert depuis que plein de gens en sont atteints. Hein, les névroses musicales sont extrêmement nombreuses et parfois sévères. Moi, ça m'a complètement guéri. C'est-à-dire que depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai totalement renoncé à être pianiste et totalement assumé le rôle de pianoteur. Et chaque fois que l'occasion se présente de faire du piano et d'en tirer du plaisir, je le fais sans aucune de prétention. Je serai jamais pianiste, je serai jamais Richter ou capable de faire l'ombre d'un récital, mais je suis capable de prendre et de partager du plaisir au piano. Voilà. Une des choses qu'il y a justement dans vos livres depuis le précis de médecine imaginaire, puisqu'on en parle, c'est cet art de développer un humour subtil, souvent caustique, à partir de sujets qui sont parfois graves. Souvent, ouais, souvent graves. Mais tous les sujets intéressants sont graves. Enfin, je veux dire, on est toujours dans la question de l'amour, dans la question de la mort, qui sont les questions je veux dire, centrales, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait nous lever le matin, ce qui nous fait rêver la nuit, ce qui nous fait cauchemarder, ce qui nous fait souffrir, déprimer, c'est toujours ça, et c'est ça qui compte. Alors j'aurais bien voulu reparler des hobbies du narrateur en dehors de sa passion pour Sophie Sylvestre, mais de son hobby pour le Scrabble et sa passion pour les catastrophes aériennes. Et quand j'ai lu votre livre, il y a un autre livre auquel j'ai pensé qui était celui de Louis Wolfson. Alors ça m'émeut beaucoup parce que donc le titre est de mémoire, c'est difficile. Ma mère musicienne est morte de maladie maligne à minuit, mardi à mercredi, au milieu du mois de mai 1997, au Mouroir Mémorial à Manhattan. Il y a beaucoup de M, comme vous l'avez. On le redit ? Oui. Ma mère, c'est vraiment le titre, ils l'ont mis dans l'autre sens, hein, tellement c'est long. Ma mère, musicienne, est morte de maladie maligne à minuit, mardi à mercredi, au milieu du mois de mai 1977, au Mouroir Mémorial à Manhattan. Et ce livre est absolument, d'abord extraordinaire. Wolfson, vous situez tous, hein, il avait écrit Le Schizo et les langues. C'est le livre qui l'a rendu célèbre. Le Schizo et les langues, qui fait que on l'a considéré comme schizophrène. C'est un livre il est new-yorkais. Il n'a eu aucun succès à New York. Je ne sais même pas s'il n'a pas été refusé par des éditeurs à New York et publié dans la traduction française. Je l'affirmerai pas, je suis pas très sûr, mais s'il était publié aux États-Unis, c'est vraiment de manière extrêmement marginale et sans avoir aucune audience et aucun retentissement là-bas. Alors qu'en France, il a énormément séduit, je crois que c'est Barthes, hein, je dis pas de bêtises, hein, c'est Roland Barthes qui s'est saisi de ce livre, mais pas que, il y a eu Guattari et Deleuze, enfin, il y a eu beaucoup d'exégèses qui ont dit ce livre est absolument remarquable. Donc Wolfson refusait de parler la langue maternelle. Bon, il était en conflit avec sa mère absolument extraordinaire. Il y a des écouteurs en permanence. Et ma mère musicienne morte, etc. Bon, c'est
bon, c'est un bouquin que je vous recommande absolument. S'il y en a un avec lequel il faut partir, c'est celui-là, pas le mien. Je, je vous, je vous l'assure. Et donc, quand il raconte pas la maladie de sa mère, évidemment, il passe ses journées à l'hippodrome de Yonkers, et on a tous les détails sur les courses de chevaux. Et moi, je pense, à la lecture de celui-là, que peut-être qu'il était schizophrène, peut-être qu'il était délirant, on peut être les deux, hein, on peut être autiste et schizophrène, mais en tout cas, je pense qu'il était autiste. Il y a une absence d'empathie, un lien, sa mère meurt d'un cancer, à la fois il va la voir, il s'en occupe, il s'en préoccupe, mais froidement. Enfin, c'est vraiment très étonnant. Et là, pour le coup, c'est pas la littérature, hein, c'est pas de l'invention, c'est pas ce que j'ai fait moi, c'est pas un narrateur qui s'imagine Asperger, c'est vraiment ça. Et ce qui m'avait beaucoup amusé là-dedans, et beaucoup, comment on va dire, inspiré dans mon dernier livre, c'est le fait que chaque fois qu'il rentre chez lui, il met la radio sur des chaînes d'information, pour avoir un bulletin d'information, en espérant vivement que les Russes ou les Américains aient enfin déclaré une guerre thermonucléaire grâce à laquelle l'humanité va être ratiboisée et disparaître de la surface terrestre. Et c'est sa seule aspiration, c'est qu'il y ait ça, voilà, et qu'on finisse tous en même temps, plutôt que de finir individuellement comme sa mère dans un miroir, enfin, sinistrement, ça serait plus... Et alors le Scrabble et les catastrophes aériennes. Oui, dans mon livre, je m'en suis pas rendu compte en l'écrivant de manière très très forte, mais je m'en rends compte maintenant en parlant, quelque chose qui est un fil rouge, qui est le rapport au langage. Alors dans le Scrabble, ce qu'il aime énormément, c'est le fait que les mots sont totalement disjoints de leur sens et rattachés uniquement à leur valeur. Et donc, on peut faire le même nombre de points avec oxygène et avec asphyxie. Et ça lui plaît considérablement, avec naître et mourir. Et ça le dégage, en quelque sorte, de la fonction du langage. Ce qui me rappelle une phrase que m'a dit un autiste: j'apprends l'italien pour le savoir, pas pour le parler. Bon, je trouve que la messe est presque dite. Enfin, on a compris, quoi. On a compris ce rapport au langage comme un jeu intellectuel, un peu gratuit, un peu. Et j'ai appris, donc depuis, je ne savais pas du tout quand j'ai écrit ce livre, mais depuis, j'ai appris que il y a quelques années, un championnat de Scrabble en France a été gagné très haut la main par un Néo-Zélandais qui ne parle pas un mot de français et qui avait appris par cœur tous les mots posables, tous les mots autorisés au Scrabble, ce qui signifie, enfin, il y a 60 000 mots dans la langue française, mais dont un certain nombre de verbes qui ont chacun énormément de conjugaisons, enfin de formes conjuguées. Je sais pas, ça représente 100 ou 120 000 associations de lettres que ce Néo-Zélandais avait apprises par cœur. Enfin, c'est absolument considérable. Je précise que je suis moins rigoureux que mon personnage, puisque j'ai appris lors de rencontres en librairie que si OK est autorisé par l'officiel du Scrabble, KO ne l'est pas. Alors, moi, je joue au Scrabble de manière un peu intuitive avec les enfants, donc du coup, je suis complètement hors des clous. Mais j'ai appris aussi que sa catastrophe aérienne préférée, qui est celle de Tenerife, qui a fait 583 morts, il la présente comme la plus létale. C'est ce que j'ai lu, moi, sur Wikipédia et sur les sites dédiés à ce genre de choses. Et en fait, un lecteur attentif m'a dit non, il y en a une qui a fait 584 morts. Et donc, il y en a un de plus et il se trompe. On va le mettre sur son dos, hein, on va pas le mettre sur le mien. Voilà. Il me semble que le Néo-Zélandais en question avait appris plusieurs langues. Oui, mais il parlait pas français. Enfin, il avait appris plusieurs langues pour jouer. Pour jouer au Scrabble, ah oui. C'est absolument hallucinant. Alors ça, c'est des mémoires, probablement des mémoires autistiques, hein, des mémoires qu'on n'imagine pas quand on a une mémoire normale, je dirais. Hein, c'est des mémoires visuelles. Je pense que, enfin, dans la littérature autistique, il y a vraiment des choses que j'ai découvertes qui sont passionnantes. Il y a Tamet, je ne sais plus son prénom. Certains connaissent ce genre de livre. Je suis né un jour bleu. C'est Daniel Tammet. C'est Daniel Tammet. Daniel Tammet est un autiste qui a un très haut potentiel intellectuel et des capacités mnésiques hors du commun, et qui, pour une fondation
qui cherche à réunir des fonds pour l'épilepsie infantile, enfin pour soigner les épileptiques, accepte de relever le défi d'apprendre de battre le record d'apprentissage par cœur du plus grand nombre de décimales de pi. Alors, au moment où il s'attaque au record, c'est 50 000. Et lui, il va arriver à 54 000. 54 000 chiffres les uns après les autres. Mais il raconte comment il fait. Et c'est tout à fait passionnant. Il est synesthète. Et il raconte que pour lui, chaque chiffre est associé à une texture, à une taille, à une couleur. Le 1, si je me souviens bien, est grand, noir et brillant. Le 2 est petit, velouté et bleu marine, un truc comme ça. Enfin, bon. Et quand les chiffres s'associent entre eux, quand ils forment une suite, ça forme un paysage. Et il peut enregistrer le paysage jusqu'à 100. Donc 100 chiffres bout à bout, ça fait une sorte de skyline, vous voyez, c'est Manhattan, quoi. Manhattan, Shanghai, Londres, enfin bref, il se fait comme ça des silhouettes. Et il en apprend 540, ce qui fait 54 000 chiffres. Et donc, je pense que le néo-zélandais en question, ben, il apprend les séquences de lettres, parce que pour lui, ça n'a aucun sens, mais il apprend comme ça, quoi. Alors, évidemment, moi, je me suis amusé parce que c'est l'auteur à sa place là-dedans. C'est lui, il aime les catastrophes aériennes, mais sa grand-mère si affreuse qui a tué son grand-père, elle aime les histoires d'amour. Alors, si vous voulez, on peut peut-être lire un autre extrait. Ah, vous remarquez, non, j'avais parlé du langage. Alors, pour finir, son hit parade, c'est celle qui a fait 583 morts et qui repose sur un malentendu absolument sur un matériau verbal d'une pauvreté totale. Un pilote qui arrive au point de décollage dit « We are at take-off », nous sommes au point de décollage ou sur le point de décoller. Et la tour de contrôle répond « Yes ». Lui, il croit dire « Nous sommes sur le point de décoller », à la tour de contrôle, ils entendent « Nous sommes au point de décollage ». Quand ils disent « Yes », il croit dire « J'ai enregistré l'information », et l'autre entend « Allez-y ». Et c'est ce qu'il fallait pas faire. Et donc, effectivement, ça provoque la catastrophe. Alors, en revanche, sa grand-mère, elle aime une catastrophe que lui trouve médiocre. C'est celle dans laquelle a péri Marcel Cerdan. Là aussi, je recommande évidemment le très beau livre de Adrien Bosc, Constellation. J'avais commencé à écrire mon texte avant Constellation, mais je me suis précipité sur ce livre. Et je l'ai lu avec un immense plaisir et j'en ai tiré quelques infos parce que l'enquête d'Adrien Bosc est extrêmement minutieuse. Hein. Je sais pas si vous ne l'avez pas lu, précipitez-vous. Il m'a été impossible de faire partager ma passion pour les catastrophes aériennes à ma proche famille qui, à l'exception de mon grand-père André, alors son grand-père André c'est une figure positive, c'est un ingénieur qui est très, qui a une pensée d'ingénieur, donc très logique, très dans le déterminisme et qui lui plaît beaucoup. Donc, à l'exception de mon grand-père André et du compagnon de ma cousine Christelle, ma famille a toujours rechigné à s'y intéresser. Ma tante Lorraine m'a accusé de chercher à la rendre phobique du charter. Mon père doute de l'intérêt du livre que je prépare et dans lequel je recense tous les crashs d'avions de ligne. Et ma grand-mère Marguerite a toujours mélangé les questions techniques avec des considérations qui n'ont rien à voir, comme la passion d'Édith Piaf pour Marcel Cerdan. Chaque fois que nous avons parlé de l'accident très célèbre dans lequel celui-ci a perdu la vie, le 28 octobre 1949, sur l'île São Miguel aux Açores, elle n'a rien écouté à mes explications techniques et a remis sur le tapis l'histoire d'amour qui l'a captivée d'une manière incompréhensible. Comme chacun sait, l'appareil était un Lockheed Constellation L749-79-46, immatriculé FBAZN, qui assurait pour Air France la liaison Paris-New York. Il avait décollé d'Orly le jeudi 27 octobre à 20h05, avec à son bord 37 passagers et 11 membres d'équipage. Une escale était prévue sur l'île de Santa Maria vers 3h du matin, mais l'avion a dérivé et s'est écrasé sur une autre île à 90 km au nord de sa route, entre le pic Vara et le mont Redondo, pour des raisons jamais entièrement élucidées. Si l'hypothèse d'une erreur du pilote sur sa position semble indiscutable, la cause en reste à jamais un mystère. On a évoqué une défaillance technique des balises de guidage, une erreur humaine, voire un très improbable crime mafieux visant le boxeur qui comptait bien reprendre son titre de champion du monde au tricheur Lamotta.
Sur Santa Maria, la météo était clémente et la nuit claire. L'îlot São Miguel, en revanche, était enveloppé de nuages bas. L'appareil a heurté le Mont Redondo à environ 900 mètres d'altitude. Les 48 personnes présentes à bord ont toutes été tuées. Parmi elles se trouvaient, outre Marcel Cerdan, la violoniste Ginette Neveu, son Stradivarius et son frère Jean, pianiste, et le peintre Bernard Boutet de Monvel. Mais ces données, à l'exception de la liste des victimes célèbres, n'intéressaient pas du tout ma grand-mère Marguerite, sensible essentiellement au grand amour entre Édith Piaf et Marcel Cerdan. La chanteuse séjournait alors à New York et attendait fiévreusement l'arrivée de son amant, qui avait réservé son passage sur un paquebot. On dit qu'elle a insisté pour qu'il la rejoigne en avion, bien que tous les vols aient affiché complet. Cerdan et son impresario auraient alors sollicité une place en salle d'embarquement, où 2 jeunes mariés américains en voyage de noces à Paris auraient accepté in extremis de leur céder leur place et de prolonger leur lune de miel. Ma grand-mère se liquéfiait d'émotion lorsqu'elle évoquait cette légende des tourtereaux sauvés par leur générosité et des amants fabuleux victimes de leur hâte à s'étreindre. Elle n'en finissait pas de gloser sur ces 2 destins croisés, sur les effets et méfaits de l'amour, sur les conséquences injustes de la célébrité et de l'anonymat. En réalité, les jeunes mariés, Edith et Philippe Newton, ont été contraints de céder leur siège en vertu d'un droit de priorité accordé à Marcel Cerdan, dont la carrière de sportif international pouvait nécessiter des déplacements imprévus et rapides. De plus, dans sa soif de mièvrerie, ma grand-mère Marguerite oubliait que Marcel Cerdan voyageait aussi avec un ami, Paul Genser, à qui une dame Erdmann a dû elle aussi laisser sa place. Surtout, comme me l'a fait remarquer mon grand-père André, durant la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 1949, selon toute vraisemblance, mon grand-père André triait des sacs de courrier dans un bureau de la poste centrale, et ma grand-mère Marguerite attendait que ses 3 enfants dorment profondément avant d'aller rejoindre M. Émile Franc par le chemin de traverse qui, serpentant entre les jardins, reliait les 2 maisons. Bon, fini, allez. En tout cas, je n'ai jamais réussi à la tirer de ses rêveries sentimentalistes pour l'intéresser au dernier contact entre la tour de contrôle et l'avion, à 2h51, au rôle de naufrageur qu'avait pu jouer un phare proche et les lumières du village de Povo-Sao, ou aux autres accidents de Lockheed Constellation, avion à 4 hélices surnommé le meilleur trimoteur du monde à cause de ses pannes fréquentes. Je crois que ma grand-mère avait une prédilection pour ce crash médiocre parce qu'il lui rappelait ses propres histoires à l'eau de rose. Pour ma part, je le juge fade et le place assez loin dans mon hit parade de l'accidentologie aérienne. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai pas une question, mais c'est une impression de lecteur. C'est Sophie Sylvestre. L'impression qu'elle joue le rôle de la Béatrice de Dante, en fait. Et que... Pas gentil pour Dante. Oui, alors c'est ça, mais du coup, on a l'impression que ça aurait été mieux, peut-être, si Dante avait été autiste. Parce que ça aurait été peut-être plus fouillé. Il n'aurait peut-être pas balayé toute l'histoire du monde et toute la théologie et les fins dernières de l'homme pour aller jusqu'au paradis. Et on en saurait peut-être plus sur ce qu'il pensait, sur ce qu'il vivait, sur sa famille, sur ses rêves, etc. Et je dis, voilà, peut-être Dante, c'est un autiste raté, en fait. C'est une belle proposition. Il faudrait demander aux grands connaisseurs, oui, à Jacqueline Risset, aux dentistes, aux dentistes, oui, c'est ça. Elle est morte. Elle est morte, Jacqueline Risset. Ah, pardon, alors je dis une bêtise. Je n'ai pas enregistré d'informations. Alors, c'est vrai que vous me disiez, c'est pas assez cruel, c'est pas assez autistique. Et non, c'est pas ça. Non, enfin, oui, c'est ça, mais c'est pas ça. Sans être que ça. Oui, c'est peut-être un peu réducteur ce que je vous dis là. C'est-à-dire, moi j'ai quand même, il me semble que sa mère est partie. La mère de. Comment il s'appelle? Il n'a pas de nom. Non, voilà. Appelez-le Emmanuel si vous voulez. Elle est partie, et il me semble que c'est une intellectuelle. Oui. Il me semble. Oui. Peut-être j'ai rêvé. Non. Voilà. Le père bosse dans une banque. La mère est une intellectuelle qui s'est tirée. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a les oncles, les cousines, il y a Lorraine, il y a Solange, j'étais en train de nager. Et il y a les parents. Et ouf, arrivent les parents. Je me dis, bon, ça y est, on recale le truc. Alors, les parents sont assez falous.
A-L-O-T. Et ce que j'ai pas, comment dire, la mère, on dirait qu'elle est, il y a un truc bizarre, quoi, parce ils n'ont pas de lien. Visiblement, ils sont pas très liés. Elle est partie avec, Elle est partie avec un collègue. c'est ça, avec un collègue. Ça fait 2 intellos qui sont en couple. Genre CNRS, genre, enfin ce genre-là. Et il y a un truc qui, pour moi, par exemple dans l'extrait que vous avez lu, qui montre dans cette rêverie sur j'emmènerai Sophie Sylvestre, tous ces lieux communs de la rencontre idéalisée, etc. Il y a des trucs qui, pour moi, c'est-à-dire, il y a une famille banale avec Solange, Lorraine, enfin tout ça, qui est très, on va dire, un peu bas de gamme. Il y a la mère qui est plutôt très haut de gamme. Voilà. Et lui, ce que je comprends pas, enfin, ce que peut-être j'ai pas tout, voilà, c'est dans cette scène-là où je l'emmènerai, etc. Il y a quelque chose qui est très cliché, qui est très, qui correspond pas à la mère. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, il s'entend pas avec sa mère. Eh oui, j'entends bien qu'il s'entend pas. il le dit bien, oui. Mais la mère, on l'a zappée, enfin, un peu vite, quoi. Alors, oui, C'est-à-dire, soit moi, sur un coup comme ça, j'écris même pas la mère, quoi. Enfin, je me fous, enfin, il n'y a pas de mère. Moi, les mères, ça m'enquiquine dans ce que j'écris, par exemple. Donc, là, je me dis, mais pourquoi il s'en fiche, quoi. Alors, j'ai juste indiqué que la mère était quelqu'un, comment dire, à la fois d'intelligent, de sensible et d'empathique, avec qui il n'arrive absolument pas à créer un lien. J'ai pas perçu qu'elle était empathique. Ce qui est surtout frappant, moi j'ai trouvé, c'est que les femmes présentes, j'ai pas perçu qu'elle était les femmes absentes, c'est une femme qui part pour un amant. Ah oui, mais j'ai pas du tout perçu qu'elle était empathique. Alors, enfin, moi, dans mon idée, c'était, oui, mais de toute façon, je voulais pas braquer le projecteur sur elle, mais dans mon idée, c'était une femme qui vit sa vie de manière mais elle libre n'est pas du et tout empathique, en tout cas avec le narrateur. Hein, ah bah, elle l'aime peut-être pas trop son fiston, ouais. Oui, non mais bon, voilà. Et donc du coup, il y a eu pour moi, il y avait des décrochages de niveau social, de langage, et notamment quand il décrit ce truc, cette suite de clichés dont j'ai bien perçu que c'était évidemment humoristique, mais quand il dit je l'emmènerai, etc., et je me disais, mais ça correspond pas au milieu de sa mère. C'est ça que je me suis dit, moi. C'est que ça oui, c'est une arlequinade qui correspond à tout à fait autre chose. Mais en même temps, d'où ça sortait ces clichés. Moi, c'est ça qui me... C'est sur la filmographie de Sophie. Oui, aussi. Il a vu tous les films. Et il les recycle. Il nourrit son imaginaire plus avec ça. Non, mais c'est elle qui déclenche. Il essaie de rejouer les scènes des téléfilms. Moi, j'ai surtout trouvé que les femmes absentes étaient éventuellement des images sympathiques, que les femmes présentes étaient quand même plutôt des mégères, et que les hommes étaient plus sympathiques. Les hommes présents, en tout cas. Ah, non, il y a plein d'hommes qui sont tout aussi antipathiques. Il y a tonton incestueux, il y a un cousin débile. Enfin, non, il est assez sympathique. Hein. Bon, il est avachi devant sa télé. Hein, est quand même assez... Oui, mais il y a une certaine tendance. On peut avoir un petit coup de cœur pour lui, mais enfin bon. Et la mère, enfin pour finir, dans mon esprit, hein, j'ai pas insisté sur. C'est vrai que c'est pas une figure que je voulais mettre en avant, mais on sent que la mère, le Scrabble et les catastrophes aériennes, ça la gonfle complètement. Mais complètement, oui, c'est. On est bien d'accord. Et... Oui, non, bien sûr. Tout le monde. Oui, tout le monde. c'est ça. Le Scrabble et les catastrophes aériennes, alors, sérieusement. Non, moi je suis pas d'accord. Parce que j'ai beaucoup pensé. Elle adore les catastrophes aériennes. Ah, mais. Non. Moi je trouve que c'est très intéressant ces deux passions-là. Ça le pose vraiment. Comme personnage, c'est une des clés de crédibilité. Enfin, et puis il y a le petit bac, Une remarque, c'est que ça m'a frappé parce qu'en lisant en fait le livre, j'ai pensé aux autres narrateurs ou personnages forts à syndrome d'Asperger, que je connais,
et la façon dont ils sont utilisés narrativement. Et je trouve que c'est quand même génial, parce que comme ce sont des narrateurs réputés, et très vite, on l'achète en tant que lecteur, qui sont ultra fiables, et qu'ils disent la vérité, on oublie que c'est leur vérité, hein, quand même, qu'ils disent. C'est pas la vérité. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, parce que ça nous met en vertige permanent. Évidemment, il est super convaincant. Il en est persuadé à 180%, lui, qui dit la vérité. Mais c'est pas parce que lui en est persuadé que nous, on doit l'être en même temps. Et ça fonctionne très très bien, ça. On embarque dans un point de vue qui est effectivement, d'un coup, je suis content de l'entendre. Alors peut-être une dernière question depuis le précis médecine imaginaire et Ferdière, qui était au départ, ce que vous nous aviez dit, conçu pour être un article et pas forcément un texte littéraire. Vous avez lutté pour que, où il y a cette espèce de combat entre votre pratique médicale et votre pratique de la création littéraire. Et là, vous utilisez, alors, je ne sais pas ce que vous avez utilisé de votre pratique médicale dans ce livre, mais en tout cas, on a l'impression que c'est beaucoup plus serein donc ça m'intéressait de comprendre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai eu l'occasion pendant 3 ans de faire à mi-temps du diagnostic de l'autisme chez les adultes, qui est une pratique extrêmement marginale en psychiatrie et qui m'a amené à rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés, je dirais, en psychiatrie classique, conventionnelle. Et j'ai observé qu'ils touchaient en moi une corde sensible extrêmement sonore, enfin qui vibrait fort, même si je me sens pas du tout autiste, mais de cette manière, je comprenais cette volonté de prévisibilité, de régularité, de reproductibilité, de ritualisation. Enfin, je comprenais qu'il y a là une manière de se protéger contre les aléas de la vie affective, de la vie tout court, enfin, tout ce qui nous boxe, tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous heurte au quotidien. Et puis ils sont très touchants, hein. Beaucoup d'autistes sont extrêmement touchants dans leur juste dans leur manière de pas avoir d'empathie, de s'en foutre complètement de la douleur des autres. Mais malgré tout, comme lui, enfin, quand on sort de la lecture de ce bouquin de Wolfson, je vous assure, on est très étonné, parce qu'à la fois on a l'impression qu'il n'a rien à faire de la mort et de la souffrance de sa mère, et en même temps que ça a complètement occupé tous ces jours où il allait, surtout à l'hippodrome, plus qu'à l'hôpital, parier en espérant gagner. Et d'ailleurs, il a gagné, hein, vous savez, Wolfson a gagné une énorme somme, je ne sais plus, $1 million, un truc comme ça. Et puis il a tout claqué, je crois. Hein. Il a tout claqué bêtement, vraiment. Voilà. Il existe toujours, Wolfson? Est-ce qu'il est comme Jacqueline Alexei? Je ne sais pas. Moi, il me semble aussi, mais je n'affirmerai pas. Merci beaucoup. Je vous invite à applaudir Emmanuel Venet, à lire, à offrir. Je pense que vous avez compris que c'est un livre à la fois extrêmement drôle, comme un vin extrêmement long en bouche, et qui non seulement on le lit avec grand plaisir, on peut l'offrir, et comme on le dit si souvent ici, comme nous sommes déjà presque fin octobre et que les fêtes de Noël approchent, je vous incite à acheter et offrir les livres d'Emmanuel Venet, qui sont un peu les cadeaux idéaux pour les fêtes. C'est quand même difficile à offrir à sa famille. Oh je peux faire des... Mais n'oubliez pas de faire ça aussi. Pour les gens qui ont le cœur bien accroché, c'est très remboratif.